1A de spécialité SVT de première. Alors tout d'abord, quand on va dire histoire, on va avoir une conception un petit peu plus large de l'histoire que la conception classique de l'histoire, puisqu'on considère d'habitude que l'histoire commence avec l'invention de l'écriture. Là, comme on va parler d'ADN, vous allez voir que vu le délai de conservation de l'ADN et vu les capacités de comparaison, on va pouvoir rentrer sur des choses qui sont un peu plus vieilles que l'histoire au sens classique du terme. Ceci dit, on va aussi pouvoir traiter de questions historiques grâce à l'analyse du génome. Alors, on va avoir trois parties dans ce cours. D'abord, on va avoir trois techniques ou technologies qui font qu'on peut aujourd'hui étudier l'histoire humaine à travers son génome. Ensuite, on verra trois exemples de découvertes liées à ces techniques, et puis on aura une petite discussion autour de la notion de race. Donc tout d'abord, des technologies qui font que ce chapitre peut exister. D'abord, c'est la question du séquençage de l'ADN. Qui dit génome dit ADN. Et si aujourd'hui on peut comparer l'ADN des individus, grosso modo, plus l'ADN est identique, plus on est proche, et plus l'ADN est différent, et plus on a des ancêtres un peu plus éloignés. Ça, c'est permis par le séquençage de l'ADN. Je vais vous expliquer la méthode qui, historiquement, a permis de séquencer l'ADN, qui s'appelle la méthode de Sanger. La méthode de Sanger, elle consiste à induire un recopiage d'ADN. Donc on prend un bout d'ADN dont on veut savoir la séquence, et ces bouts d'ADN dont on va avoir la séquence, on va les mettre dans des tubes. On va les mettre dans des tubes avec un système de copie qui va recopier cet ADN et produire des copies du brin à séquencer. Ceci dit, on va faire 4 tubes différents parce qu'on va mettre le système de copie et notamment des nucléotides qui sont les briques de l'ADN A, T, G et C. On va mettre dans chacun de ces tubes tout ce qu'il faut, des A, des T, des G et des C, mais en plus, on va mettre dans ce tube-là, on va introduire des nucléotides G qui sont bloquants. C'est-à-dire que quand la machine de recopiage va tomber sur un G bloquant, elle va arrêter, et donc elle va s'arrêter sur ce G. Ceci dit, on met aussi des G normaux, et on fait pareil pour ce tube avec des T bloquants et des T normaux, des A bloquants et des A normaux, des C bloquants et des C normaux. Je précise aussi qu'il y a dans chaque tube l'ensemble des nucléotides normaux. Du coup, quand la machinerie de recopiage, par exemple ici, va commencer à recopier le brin qui est au-dessus, quand elle va tomber sur un C, et ben si elle tombe sur un C bloquant, elle va s'arrêter. Et du coup, elle va faire un brin qui sera court. Si par contre, elle tombe sur un C normal, elle va continuer à copier, et jusqu'à arriver au prochain C, où là encore, soit elle s'arrête, elle fait un brin court, un peu moins court, soit elle continue si elle tombe sur un C normal. Ce faisant, on va avoir dans chacun de ces tubes une diversité de brins, plus ou moins longs, qui se sont arrêtés à chaque fois qu'il y a un emplacement pour un C, ou à chaque fois qu'il y a un emplacement pour un A, etc., etc. Ces tubes, on va les soumettre à une électrophorèse, c'est une technique que vous avez déjà étudiée, et ça va donner ces figures-là. Et en fait, une fois qu'on a ça, on va pouvoir tout simplement lire l'ADN en commençant par le bas, c'est-à-dire que vous voyez qu'ici, ça commençait par un T. Du coup, dans le tube T, il y a certains séquençages qui se sont arrêtés tout de suite, puisqu'on est tombé sur un T et ça a mis un T, ça s'est arrêté. C'est un brin qui n'a qu'un nucléotide, donc c'est celui qui est le plus court et qui se trouve ici. Ensuite, le nucléotide d'après, c'était un A, donc il y a dans ce tube un brin qui contient juste TA, et puis il y a aussi des brins qui sont allés plus loin, etc. Et donc on peut lire l'ADN en lisant par le bas. Donc ici on a T, A, G, T, C, G, T, etc. Cette technique, voilà, c'est l'astuce mise au point par M. Sanger qui a permis de lancer un séquençage d'ADN. S'il n'y avait pas cette technique, on ne pourrait pas parler d'études ADN, quelle qu'elle soit. Après, il y a un deuxième élément, c'est la PCR. La PCR, là aussi, je ne reviens pas dessus, on l'a étudié dans le chapitre 2. La PCR, c'est une technique qui, par exemple, clairement, nous a permis aujourd'hui d'avoir de l'ADN de l'homme de Denisova. Je vous rappelle que c'est un homme pour lequel on a trouvé uniquement cette phalange. Et uniquement cette phalange, on a pu récupérer, on a pris un bout infime de cette phalange, on a pris l'ADN et on l'a amplifié par PCR, ce qui nous a permis d'avoir de grandes quantités et donc de pouvoir faire des analyses sur cet ADN. La PCR qui, bien sûr, est utilisée en criminalistique pour, à partir d'une trace infime, arriver à avoir un ADN conséquent, et puis aussi dans les tests, par exemple Covid, où on recherche la présence du génome viral amplifié par PCR. Troisième technique, et non des moindres, c'est l'intervention du numérique et de l'informatique, parce que la méthode de Sanger, c'est une méthode qui ne peut se pratiquer que sur des séquences assez courtes. Donc sur un génome humain qui se compte en plusieurs mille, enfin on est plutôt de l'ordre du milliard de nucléotides, forcément il faut fragmenter l'ADN, séquencer par des méthodes type Sanger des petits morceaux, puis une fois que c'est fait, réassembler ces morceaux en repérant les séquences communes pour construire la séquence finale.
tout ce travail, c'est un travail qui est permis par l'informatique, et le développement de l'informatique et des capacités de calcul ont permis d'accélérer les processus. Autant le premier séquençage dans les années 90 a pris de l'ordre de quelque chose comme plusieurs années. Aujourd'hui, dans des cas d'enquête terroriste, on arrive à séquencer l'ADN prélevé sur une scène de crime en quelques heures. Donc ça va de plus en plus vite grâce à l'augmentation des capacités de traitement. Voilà, ces trois techniques, le séquençage de l'ADN, la PCR, l'accélération de tous ces processus par l'automatisation et le traitement informatique, nous permettent de faire des découvertes, et on va voir 3 exemples de découvertes qu'on a pu faire grâce à ces techniques. Premier exemple, ça va être la question des hybridations entre les différentes espèces d'homo. Vous savez que nous sommes des homo sapiens, et il a existé, nous le savons, d'autres espèces d'homo, notamment l'homme de Néandertal, Homo neanderthalensis, et puis l'homme de Denisova. Cette carte illustre, à travers des populations humaines actuelles, le pourcentage de gènes présents dans ces populations qui ne sont pas strictement des gènes d'Homo sapiens, mais qui sont des gènes qui viennent de l'homme de Néandertal. Et ça, c'est très intéressant parce que ça vous donne déjà 2 messages principaux. Le premier, c'est qu'effectivement, il y a eu un petit peu de métissage entre notre espèce Homo sapiens et d'autres espèces, notamment l'homme de Néandertal. Donc, c'est possible, ça a existé. La deuxième chose, c'est qu'il faut regarder ici les chiffres. Vous voyez que les populations qui ont le plus de présence d'ADN de Néandertal, donc c'est de l'Europe jusqu'à l'Océanie, au maximum on culmine à 3%. Donc oui, ça existe, mais c'est quantitativement négligeable. C'est-à-dire que les populations les plus influencées par le génome de Néandertal demeurent quand même à 97% et plus des populations d'hommes de Néandertal. Vous voyez que là où il y a de l'Homo sapiens entre guillemets pur jus, ça va être en Afrique. Quand même, ceci dit, même si c'est quantitativement extrêmement limité, des fois, il y a des petits bouts d'ADN qui peuvent avoir une importance fonctionnelle, qualitative importante. On a vu en travaux pratiques que pour ce qui concerne les Tibétains, 82% des Tibétains présentent des adaptations à l'altitude, à travers notamment un certain allèle du gène EPAS, qui font qu'ils résistent mieux aux effets de l'hypoxie en altitude, et on a démontré en travaux pratiques que cet ADN, vraisemblablement, était sans doute un ADN qui vient de l'homme de Denisova. Donc même si les Tibétains sont à plus de 98% des Homo sapiens comme nous, ils ont un tout petit peu de Denisova, mais il se trouve que c'est quand même quelque chose d'assez déterminant pour eux, puisque cet allèle-là, l'allèle qui correspond à l'haplotype qui est ici, eh ben, leur permet, pour 82% des Tibétains, c'est pas l'ensemble des Tibétains, mais pour une large partie des Tibétains, leur permet d'avoir une facilité à résister à l'hypoxie en altitude. Deuxième exemple, nous allons voir qu'il existe un lien entre la culture et le génome, et pour ça nous allons prendre l'exemple du lactose. Alors le lactose, c'est un composant important, c'est un glucide qui est présent dans le lait. Quand tout va bien, on boit du lait, on digère ce lactose avec une enzyme digestive qui s'appelle le lactase, qui transforme le lactose en glucose et galactose, qui sont absorbés par la paroi intestinale, et tout va pour le mieux. Sauf que, souvent, chez la plupart des êtres humains sur cette planète, chez la grande majorité des êtres humains sur Terre, à l'âge adulte, la lactase ne fonctionne plus. Et du coup, quand on boit du lait et qu'on est à l'âge adulte, pour la majorité des êtres humains sur Terre, eh bien, le lactose n'est pas digéré, donc il n'est pas absorbé, il continue son chemin, il passe dans l'intestin, et dans l'intestin, il va nourrir par contre des bactéries qui sont bien contentes de le trouver, qui vont proliférer et qui vont produire des acides et des gaz. Ça va causer des ballonnements, des diarrhées, des douleurs, bref, tout un tas de désordres digestifs assez désagréables qui font que souvent on va se détourner du lait parce que finalement on ne le supporte pas, c'est ce qu'on appelle l'intolérance au lactose. Ça, c'est vraiment le cas majoritaire dans l'espèce humaine, d'avoir des enfants qui digèrent le lactose et les adultes qui ne le digèrent pas. Alors, cette capacité à digérer le lactose, à ne plus digérer le lactose quand on est adulte, il se trouve qu'il y a une région du monde, même il y a plusieurs régions du monde, mais notamment une, dans laquelle les adultes ont acquis la capacité de continuer à pouvoir boire du lait. Et ces régions du monde sont par exemple localisées ici, vous voyez, sur le nord de l'Europe. Et on voit qu'en Europe, finalement, en France, on est dans une situation un peu intermédiaire, il y a grosso modo la moitié de la population française qui est tolérante au lactose, c'est-à-dire que même adultes, beaucoup parmi vous pourront boire du lait et n'auront pas les désordres que j'ai cités préalablement. Par contre, quand on va dans des pays plus méditerranéens, plus ensoleillés, on a la situation qui est majoritaire sur la planète et que je vous décrivais. En fait, il existe un lien entre l'élevage et cette tolérance au lactose adulte. C'est-à-dire que quand on prend des ADN fossiles, on s'aperçoit qu'il y a eu un développement en Europe, un développement de la résistance de la résistance au lactose à l'âge adulte, ce qui n'était pas le cas, c'est quand on prend des génomes d'il y a 10 000 ans,
personne n'avait cette caractéristique, et aujourd'hui, eh bien, cette caractéristique d'être tolérant au lactose à l'âge adulte, c'est beaucoup plus répandu. Et on peut corréler ça avec l'apparition de la pratique de l'élevage. En réalité, ce qu'il faut voir derrière ça, c'est que le lait est une source importante de vitamine D. La vitamine D, c'est quelque chose qui va, in fine, permettre la bonne croissance des os. Inversement, quand on manque de vitamine D, ça va produire chez les enfants une maladie, enfin un trouble qui s'appelle le rachitisme, qui est un véritable problème de développement. Il existe deux façons de s'alimenter, de façon principale de s'alimenter en vitamine D, c'est soit les produits laitiers, soit aussi le soleil. Or, quand on prend un peu de recul, on s'aperçoit aussi que le lait est la principale source de lactose, mais qu'il existe des produits laitiers qui sont tout aussi riches en vitamine D, mais qui par contre contiennent plus de lactose, et notamment au niveau des fromages, et en particulier des fromages comme le fromage de chèvre ou le fromage de brebis, qui sont très fréquents aux pays méditerranéens, parce que la chèvre et la brebis sont mieux adaptées au climat méditerranéen que la vache. Eh bien on observe que ces formes de laitage contiennent pas beaucoup de lactose et pourtant toujours de la vitamine D. Donc au final, on observe un lien, une corrélation entre la culture et le génome. C'est-à-dire que dans les populations qui sont dans ces pays peu ensoleillés, qui vont facilement avoir des problèmes de rachitisme, où on va avoir beaucoup de la consommation du lait, parce que par ailleurs, au niveau agricole, vu la fraîcheur du climat, eh bien, il est beaucoup plus facile de faire de l'élevage et beaucoup plus compliqué de développer des cultures diversifiées. On ne va pas faire de l'huile d'olive ou des choses comme ça dans ces pays-là. Dans ces pays-là, il a existé une pression de sélection très forte qui a donné un avantage très fort aux individus qui, même adultes, pouvaient consommer du lait parce que ça leur a permis d'être en meilleure santé. Donc aujourd'hui, vous avez une quasi-totalité de la population dans ces pays-là qui a acquis, par sélection naturelle, cette capacité. Inversement, dans des pays qui vont pratiquer le fromage de chèvre, par exemple, qui vont avoir d'autres sources de vitamine D et qui vont être plus ensoleillés, et bien cette pression de sélection était différente. En fait, ce qu'il faut voir derrière cette évolution, c'est ce lien entre nos cultures, qui finalement la culture a fait changer le génome des êtres humains, donc il y a une influence de la culture sur le génome. Ce qu'il faut voir derrière ça, c'est des montagnes de cadavres. C'est-à-dire qu'en réalité, dans ces pays qui sont des pays froids, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que des individus qui ne résistaient pas, qui étaient intolérants au lactose à l'âge adulte, ont eu de graves problèmes de croissance, de développement, ont fait peu d'enfants, voire sont morts. L'évolution, c'est une montagne de cadavres. Si aujourd'hui, il y a une telle prévalence de la tolérance au lactose dans ces pays-là, c'est parce que les autres, grosso modo, ils sont morts et ils sont plus là. Pour parler donc, faire le lien avec le troisième et dernier exemple, il existe aussi un lien entre maladie et génome. C'est-à-dire, on va prendre l'exemple de la peste. La peste, c'est une grande calamité qui, plusieurs épidémies ont touché sans doute une large partie du monde, mais en tout cas l'Europe, la grande peste noire a tué grosso modo à peu près la moitié de la population européenne. Alors cette maladie induit une réponse immunitaire, il y a des gens qui vont résister, qui vont arriver à se défendre et à survivre, et puis il y a des gens qui ne vont pas résister. Et dans la défense immunitaire, il y a un rôle important de récepteurs qu'on appelle les récepteurs TLR, qui vont détecter le pathogène, et qui en réponse à ce pathogène vont produire des cytokines, qui vont stimuler la réponse immunitaire. Et donc quand vous avez des gens qui produisent beaucoup de cytokines en réponse à un pathogène, ils vont pouvoir s'en sortir, alors que quand vous avez des gens qui produisent peu de cytokines, qui ont des récepteurs TLR qui sont peu adaptés par exemple à la peste, eh bien ces gens-là, ils vont avoir moins survivre à la peste. La peste s'est développée notamment en Europe. La grande épidémie de peste du XIVe siècle, en France, on considère qu'elle est arrivée par Marseille, avec un semblant de dégradé nord-sud, sud-nord en termes d'impact. J'attire votre attention sur ce pays ici, qui est par là, qui s'appelle la Roumanie, et dans lequel on va étudier un certain nombre de populations. Il faut savoir qu'il existe en Roumanie des populations d'origine européenne, des Roumains d'origine européenne, et puis aussi une population rome, qui est une population d'origine indienne et qui a migré aux alentours de l'an 1000 de l'Inde vers la Roumanie. Donc les Roms, ce sont des Indiens qui se sont déplacés avant l'épidémie de peste pour vivre en Roumanie. Les populations roumaines se sont peu mélangées, les Roms sont restés un peu entre eux, et donc ce sont des Indiens qui sont installés en Roumanie. Donc ils ont été soumis à la peste en Roumanie, alors que la population indienne a été peu soumise, moins soumise à l'épidémie de peste. Et ça induit des différences intéressantes
on a fait l'expérience suivante, on a prélevé des cellules immunitaires chez des Roumains d'origine européenne, chez des Roms roumains et chez des Indiens. On a prélevé des cellules immunitaires, on les a mises en contact avec le bacille de la peste Yersinia pestis, et on a regardé la réponse immunitaire. On s'est aperçu que les Roms d'origine indienne qui vivent en Roumanie, qui donc dont leurs ancêtres ont été soumis au XIVe siècle à l'épidémie de peste, ces Roms en fait présentent une production de cytokines, ce qui veut dire qu'ils ont des récepteurs TLR qui sont similaires à ceux des Roumains, une production de cytokines plus importante, qui fait qu'ils sont plus résistants à la peste. Alors que les Indiens, dont les ancêtres n'ont pas été soumis à la même pression de sélection par rapport à la peste, les Indiens d'aujourd'hui, qui sont pourtant clairement des cousins des Roms, eux, cette population, quand on fait la même expérience, on a moins de cytokines qui sont produites. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, là encore, il faut voir une montagne de cadavres. C'est-à-dire que les Roms qui étaient là quand la peste est arrivée en Roumanie, ces Roms, ils étaient identiques aux Indiens. C'est-à-dire que dans cette grande population qui s'était déplacée, il y avait parmi eux des gens qui avaient la chance d'avoir des récepteurs TLR qui leur permettaient de résister à la peste, et puis des Roms qui, comme la plupart des Indiens d'aujourd'hui, avaient des récepteurs TLR qui ne leur permettaient pas de résister à la peste. Et bien tout simplement, ces gens-là sont morts, et il y a eu du coup une sélection naturelle qui fait qu'aujourd'hui, les Roms d'origine indienne présentent des récepteurs TLR qui sont proches des récepteurs TLR qu'on trouve aussi parmi la population européenne. Ils ont évolué, c'est la maladie qui a fait évoluer ces peuples européens dans un même sens, et aujourd'hui, oui, les Roms sont très proches génétiquement de leurs cousins indiens, qui les ont quittés il y a 1000 ans, pour l'ensemble du génome, sauf pour certains gènes de la réponse immunitaire, pour lesquels, eh bien, soumis à la même pression de sélection, ils ont évolué comme les Roumains d'origine européenne, dans le même sens. Finalement, il faut voir que l'ADN d'un individu, oui, c'est quelque chose qui ne change pas, auquel peut-être qu'on peut être attaché si on veut, mais en fait, l'ADN, quand on prend un peu de recul, c'est quelque chose de plastique, quelque chose qui évolue beaucoup. Et on le voit à travers ces choses-là. La culture ou la maladie vont faire évoluer notre génome. Évidemment, pas les individus, mais les populations sur le long terme, sur un terme qui dépasse un peu la durée de notre vie à nous, évoluent. Dernier exemple, on a aussi eu, au 1492 et dans les années qui ont suivi, la mise en contact entre des peuples indiens qui faisaient partie de ce qu'on appelle le Nouveau Monde, et puis des peuples qui faisaient partie de ce qu'on appelle l'Ancien Monde. Or, quand on a mis en contact ces deux populations, les maladies de l'Ancien Monde, vous le savez, ont décimé les populations du Nouveau Monde. Et on peut se poser la question, pourquoi est-ce que c'est pas l'inverse qui s'est produit? Pourquoi est-ce que c'est pas des maladies du Nouveau Monde qui auraient exterminé les populations de l'Ancien Monde? En fait, la réponse, elle est géographique. Elle a aussi une réponse en termes d'évolution biologique. C'est-à-dire que, en fait, ici, vous avez l'Ancien Monde qui finalement se développe beaucoup en Est-Ouest. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce développement géographique Est-Ouest? Ça veut dire que quand vous partez de la France, vous pouvez parcourir un territoire gigantesque et immense en restant toujours sous le même climat. Or, les êtres humains sont adaptés à leur climat. On a des pratiques culturelles et des habitudes qui nous font qu'on est adapté à un climat, par exemple un climat tempéré. Par contre, on a du mal à survivre, surtout dans les temps anciens, avec un peu moins de technologie, on a du mal à survivre quand on va dans des climats qui sont très différents. Donc si on me prend moi et qu'on me met au milieu du Sahara, au milieu du Groenland, je ne vais pas tenir longtemps, alors que je serais sans doute plus capable de me débrouiller avec mes repères culturels et mes habitudes si on me met dans une forêt d'Asie centrale qui a un climat similaire à celui de la France. En fait, cette constatation a permis que dans l'histoire ancienne, des échanges importants ont eu lieu au niveau de l'Ancien Monde, par exemple, sur le tracé que je trace là, c'est tout simplement les routes de la soie. Par contre, les continents d'Amérique, le Nouveau Monde, lui, ça développe tout en longueur, et donc il y a une mosaïque de climats très variés et peu d'extension finalement Est-Ouest. Et du coup, ces peuples qui peuplaient le Nouveau Monde ont moins bougé en Nord-Sud et ont moins échangé, ce qui a fait aussi qu'ils ont moins échangé leurs microbes, et que donc les microbes ont moins circulé, et que donc les populations s'y sont moins adaptées. Du coup, quand les deux se sont mis en contact, finalement, les populations de l'Ancien Monde avaient été plus soumises à la sélection, et du coup étaient plus résistantes aux maladies que les peuplades du Nouveau Monde. Pour terminer, nous allons juste évoquer 2-3 discussions autour de cette notion de race, puisque ces découvertes nuancent évidemment fortement et invalident même la notion de race. Tout d'abord, premier raisonnement, pensons à nos parents. Nous avons chacun 2 parents, donc à la génération n égale 1, nous avons un papa et une maman, c'est-à-dire 2 individus.
À la génération n égale 2, nous avons 4 grands-parents, c'est-à-dire 2 fois 2, c'est-à-dire 2 exposant 2. Et puis à la génération de nos arrière-grands-parents, nous avons 8 arrière-grands-parents, c'est-à-dire 2 exposant 3, c'est-à-dire 2 parents fois 2 grands-parents fois 2. Ce qui fait que nous avons 8 ancêtres à la génération 3. Si on poursuit ce raisonnement, si on l'extrapole, et si on imagine qu'on fait un enfant tous les 30 ans, grosso modo, il y a 1000 ans, il y a eu 34 générations. Ce qui veut dire qu'il y a 1000 ans, nous avons 2 exposant 34 ancêtres. Vous pouvez prendre vos calculettes et faire le calcul, vous allez voir que 2 exposant 34, ça fait 17 milliards. Nous avons 17 milliards d'ancêtres il y a 1000 ans. Alors ça, évidemment, ça pose un problème, puisqu'il y a 1000 ans, aux alentours de l'an 1000, la population humaine ne se comptait absolument pas en milliards, et d'ailleurs, même aujourd'hui, nous n'avons pas atteint, et sans doute n'atteindrons-nous jamais, les 17 milliards d'habitants. Que tirer de ce petit raisonnement ? Je passe évidemment des raisonnements plus importants. Que tirer de ce petit raisonnement ? C'est que finalement, on pourrait résumer et dire que finalement, tous les êtres humains, nous avons tous les mêmes ancêtres. Vu la vitesse de la reproduction sexuée, en réalité, il suffit de reculer un petit peu en dehors de portée de notre mémoire humaine pour se rendre compte que nous sommes très clairement tous cousins de façon multiple. Ça, c'est la première conclusion qu'on pourrait faire. Le deuxième raisonnement, c'est aussi un raisonnement géographique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui, dans des pays, estiment qu'il faut défendre des frontières. Nous avons fait énormément de guerres pour défendre des frontières qui sont censées être des choses immuables et impalpables. Or, en fait, les analyses génétiques invalident complètement cette notion de frontière. Petite réflexion par exemple, vous voyez ici qu'on voit des migrations humaines de notre espèce entre moins 45 000 et moins 28 000. Bon, grosso modo, pendant ces à peu près 20 000 ans, l'être humain a fait à peu près ce chemin-là. Ça veut dire qu'en à peu près 20 000 ans, nos ancêtres ont fait à peu près 10 000 km, grosso modo. Si on fait une petite division, ça veut dire qu'ils ont fait à peu près 500 mètres par an. Et ça fait quand même pas grand-chose. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les grandes migrations humaines, où on imagine ces êtres humains qui prennent leur baluchon et qui se déplacent, c'est pas vraiment des grandes migrations. En fait, simplement, de temps en temps, des groupes humains allaient s'installer un poil plus loin, sans doute pour aller dans un territoire vierge où il y avait plus de gibier, quelques kilomètres plus loin. Mais c'est pas quelque chose, c'était pas une migration vraiment comme on l'entend au sens d'aujourd'hui, avec des déplacements importants de grandes masses de population. L'être humain ne s'est pas déplacé comme ça, il s'est simplement déplacé un petit peu plus loin, de temps en temps, quand sans doute un territoire était un petit peu trop occupé. Alors, vu autrement, en fait, j'attire votre attention sur un raisonnement dans l'autre sens, qui constatait qu'en fait, les migrations humaines se faisaient sur des millénaires et des dizaines de millénaires, et que donc, quand on prend ce recul-là, on se rend compte que l'être humain a énormément bougé. Et aujourd'hui, par exemple, il est strictement impossible, par un test ADN, de déterminer la nationalité d'une personne. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, au sein, par exemple, de la population française, il y a une diversité génétique qui est telle, qui est extrêmement grande, qui est aussi extrêmement variée pour ce qui concerne la diversité, par exemple, des Espagnols, des Portugais, des Italiens, des Marocains. On ne pourrait pas non plus être capable, à travers un test ADN, de dire si un individu est marocain ou portugais. C'est impossible. On ne pourrait même pas dire si un individu est marocain ou français. C'est absolument impossible. Pourquoi ? Parce qu'il y a des Marocains qui ont des gènes qui se trouvent aussi en France et réciproquement, etc. Donc en réalité, les grandes zones d'occupation humaine, les génomes humains sont extrêmement mélangés, de façon bien plus importante que ce que l'on croit. Et beaucoup de tests d'ailleurs qui sont vendus sont complètement pas fiables sur le plan scientifique, puisqu'il n'existe pas de définition génétique même d'un Européen. On ne peut même pas dire qu'un individu serait européen, parce que quand on trouve un certain génome, on peut très bien le trouver aussi en Afrique. Et on ne peut pas prédire la génétique d'une personne et sa nationalité. Donc vous voyez que toutes ces discussions conduisent à clairement, effectivement, la science démontre l'absence de race humaine et donc l'invalidité de la notion de racisme. Ceci dit, la science aurait pu démontrer autre chose. Le racisme n'est pas à rejeter pour des raisons scientifiques. La science et la morale sont des sujets différents. Le racisme est à rejeter pour des raisons morales, philosophiques. Et par ailleurs, en France, le législateur a choisi que le racisme n'était pas une opinion mais un délit. C'est une phrase de Guy Bedos, le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Et je vais terminer ce petit cours sur cette phrase. Vous connaissez peut-être Nicolas Bedos, mais je vous invite du coup à faire connaissance avec celui qui était son père. Je vous remercie pour votre attention.